Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors là, nous sommes au niveau ici du site web de Reason8 Core. Reason8 Core, c'est quoi? C'est tout simplement une agence de consulting spécialisée en tout ce qui est logiciel et développement web pour les petites et moyennes entreprises. Et la plupart de leurs projets, lorsqu'ils les font, ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'aspect sécurité, ok? Donc, ils ont écrit un article sur le système de Remember Me et ils montraient ici une approche beaucoup plus sécurisée que celle qu'on utilisait auparavant, ok? Donc, nous allons tenter de parcourir cet article afin de pouvoir voir dans les détails la méthode que nous allons suivre pour pouvoir avoir notre système de Remember Me qui sera beaucoup plus sécurisé. Alors, vous pouvez vous demander comment j'ai eu accès à cet article. Comme je vous l'ai dit, j'ai tapé tout simplement au niveau de Google la meilleure manière de pouvoir implémenter le système de Remember Me en PHP. Si on le traduit en anglais, cela fait tout simplement What is the best way to implement the Remember system in PHP? Ok, donc là c'est ce que j'ai tapé et j'ai eu ce résultat là. On va lire cela dans les détails afin que vous puissiez mieux comprendre tout ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me dire c'est vraiment long, on va passer notre temps à lire ceci, mais ne vous inquiétez pas, je vais tenter de mettre quelques petits moments fun afin qu'on ne s'ennuie pas. Donc à ce niveau on dit que supposons que nous avons une application web avec un système ici d'authentification où les utilisateurs doivent donner tout simplement leur nom d'utilisateur ou leur adresse email et leur mot de passe pour accéder à certaines ressources. Et là, c'est notre cas, ok? On a notre application web, notre réseau social Boom Social Network. L'utilisateur doit donner son nom d'utilisateur, son adresse email et aussi son mot de passe pour pouvoir accéder à certaines ressources. Parfait? Donc, on va continuer. On dit à ce niveau-là, supposons également que cette application web-là a été très bien conçue. On utilise au niveau de l'application web password hash et password verify pour ce qui concerne le hachage du mot de passe et la vérification de ce dernier. On dit également qu'on va supposer qu'on n'a aucune vulnérabilité au niveau de SQL et également XSS, ainsi de suite. Donc nous, on a ces deux conditions qui sont réunies. On a bel et bien utilisé password hash et password verify lorsque je vous parlais de l'algorithme Blowfish, ok? Et là également, on a tenté d'échapper autant que possible tout ce qui provenait de l'utilisateur, ok? En ce qui concerne également les problèmes d'injection SQL et tout, donc SQLi, cela signifie tout simplement SQL injection. On a résolu ce problème en utilisant PDO. Donc lorsque vous utilisez les requêtes préparées au niveau de PDO, cela va vous permettre de pouvoir éviter d'être tout simplement vulnérable aux injections SQL. Donc si vous remarquez, sur la plupart de nos requêtes, on faisait prepare avant de faire execute. Donc prepare, ça permet de pouvoir avoir une requête préparée. Donc là, tout ce qui est dit à ce niveau-là, nous sommes bel et bien ici dans la zone verte. Donc tout se passe à merveille. On continue, on dit à ce niveau, jusque-là tout se passe bien, mais éventuellement nos utilisateurs vont souhaiter avoir le système de Remember Me et on se pose la question suivante, comment est-ce que nous allons implémenter ce Mishibushi là? Donc en premier lieu, on nous propose à ce niveau une méthode naïve, donc la mauvaise solution. Et on dit à ce niveau là, on va tout simplement stocker les credentials, donc c'est-à-dire les informations de l'utilisateur au niveau des cookies. Et c'est ce que je vous ai présenté dans la précédente vidéo où je parlais ici de la mauvaise manière de pouvoir implémenter le système de Remember Me. Donc on va entrer dans les détails. On dit à ce niveau là, la première idée qu'on a, c'est tout simplement définir un cookie dans lequel on pourra mettre ici l'identifiant de l'utilisateur, ok? Et après, on pourra utiliser cet identifiant-là pour pouvoir connecter l'utilisateur et tout. Mais vous voyez, à ce niveau, on nous dit cela est problématique parce que les cookies sont tout simplement sous le contrôle de l'utilisateur. Donc, on a vu que tout le monde peut modifier les cookies, tout le monde peut les supprimer, ainsi de suite. Donc, si on se base sur ce fameux user ID qui est stocké au niveau du cookie pour automatiquement loguer un utilisateur, par exemple, qui a pour pseudo John, alors là, on aura un problème. Donc, si on se dit que parce qu'il y a ce user ID qui est présent au niveau du cookie, on va loguer automatiquement John sans lui demander de rentrer à nouveau ses credentials, ses informations. Donc là, on dit qu'on vient de créer tout simplement une vulnérabilité au niveau de notre système. Donc, on a ouvert tout simplement une petite brèche de sécurité. Et on dit que de plus, la plupart du temps, les administrateurs des sites web
ont généralement les idées qui sont les plus petits, donc 1, 2, ainsi de suite. Ok, donc si l'utilisateur qui est administrateur a pour identifiant 1, donc cela va permettre à n'importe qui de pouvoir maintenant se connecter et pouvoir faire n'importe quoi sur le site. Donc il aura ici tous les privilèges. Ok, donc on descend à ce niveau. On dit ensuite que cela peut sembler tout simplement évident. Ok, mais le problème c'est que l'auteur en question a trouvé que cela est encore présent au niveau de plusieurs sites web, ok, et également sur des applications Android qui sont basées sur HTML5. Donc là, on mentionne que dans l'une des applications qui se trouve en effet être par exemple un réseau social à ce niveau-là, où les utilisateurs sont localisés par leur pseudonyme, les administrateurs de ce site web-là stockaient le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur en clair au niveau ici des cookies. Donc, si quelqu'un a accès à la machine ou tout simplement via un sniffing de paquet, ainsi de suite, donc on pourra avoir le mot de passe de l'utilisateur en clair. Ok? Et de plus, vous voyez, on dit ces derniers ne sont pas marqués avec HTTP only. Comme je vous l'ai dit, HTTP only permet d'éviter ici les attaques XSS au niveau de nos fameux cookies. Donc là, vous voyez, une telle application met en danger l'utilisateur. Parce que si quelqu'un peut voir en clair le mot de passe de l'utilisateur, il pourra par exemple se connecter avec le compte de l'utilisateur sur Gmail, sur Facebook. Parce que la plupart du temps, on utilise le même mot de passe, on ne change pas ce mot de passe là. Ok? Donc la question de sécurité, les gars, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Vous voyez que je prends beaucoup de temps là-dessus, histoire de revenir pour que vous puissiez comprendre que à chaque fois que vous allez implémenter votre site web, la question de sécurité, ce sera quelque chose qu'il faudra prendre au sérieux. Parce que lorsque vous allez mettre votre site web en ligne et vous allez être désigné comme le webmaster de ce site web, s'il y a un problème, c'est vous qu'on viendra voir. C'est vous qu'on viendra attaquer. Lorsque tout est bon, c'est vrai, on va dire que vous avez fait un excellent boulot, mais dès qu'il y a un problème, tout ce que vous avez fait précédemment, on va l'oublier et on va maintenant se focaliser sur ce problème-là. Ok? Donc, en ne mettant pas le HTTP only à true, donc on dit que cela rendait encore leur plateforme susceptible aux attaques XSS. Ok? Et là, on nous donne un petit warning, ne jamais stocker les credentials d'un utilisateur au niveau d'un cookie pour résoudre ici ce genre de problème-là. C'est tout simplement la recette pour un désastre. Il ne faut jamais stocker les informations sensibles de l'utilisateur au niveau des cookies. On va descendre à ce niveau-là et on va avoir une deuxième méthode qu'on peut utiliser. On dit une autre stratégie qui est utilisée, qui est moins susceptible aux attaques que la précédente, est de générer tout simplement un token unique quand un utilisateur va cocher la checkbox Remember Me. C'est ce token là qu'on va stocker au niveau du cookie et également avoir une table au niveau de la base de données qui va associer ce token là à chaque utilisateur. Donc là, si je tente de me connecter en cochant cette checkbox, ce qu'on dit, il y aura un token unique qui sera généré. Ce token là sera stocké au niveau ici de nos fameux cookies et également on va stocker ce token au niveau de la base de données. Ainsi, on pourra vérifier est-ce que le token qui est présent au niveau de nos fameux cookies est le même que celui qui est présent au niveau de la base de données. Ok? Donc là, comme vous le voyez, on ne stocke plus les credentials de l'utilisateur. C'est tout simplement un token qui est généré de manière aléatoire qui sera stocké au niveau des cookies et également au niveau de la base de données. C'est ce qui est mentionné à ce niveau-là. Donc on dit que là également en utilisant cette technique, bien sûr, on peut avoir également quelques vulnérabilités, quelques failles de sécurité, mais par rapport à la technique précédente, celle-ci représente tout simplement une amélioration, ok? Donc l'autre, c'était vraiment du charabia à ne pas faire, mais ici, on a au moins quelque chose d'un peu plus sécurisé, ok? Donc on va voir les problèmes de cette deuxième technique. On dit que le premier problème, c'est le fait que le token n'est pas forcément ici aléatoire, ok? Donc, il faudrait faire en sorte que ce token-là soit vraiment quelque chose d'aléatoire. Si vous vous rappelez, lorsque j'abordais la génération de chaînes de caractères aléatoires, je vous disais que les techniques que nous avons utilisées sont des techniques minimalistes, ok? Donc, si on voulait quelque chose de sophistiqué, je vous avais demandé de faire quelques recherches sur Internet afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus sécurisé, de beaucoup plus aléatoire, ok? Donc on dit à ce niveau, bien vrai que la plupart des développeurs sont sensibilisés sur le fait que nos tokens de sécurité qui sont générés
devrait être vraiment aléatoire afin que ce soit difficile pour un utilisateur lambda de pouvoir générer ce Mitsubishi. La plupart du temps, c'est qu'ils le savent, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment atteindre cet objectif-là, avoir quelque chose de vraiment aléatoire. Donc là, on mentionne que généralement, c'est ce genre de code-là qu'on utilise. Alors qu'à ce niveau, ce genre de code-là ne nous donne vraiment pas quelque chose d'aléatoire. Et en plus, on peut avoir d'autres problèmes. On nous dit par exemple que la fonction mtrand qui est utilisée à ce niveau, c'est une fonction qui n'est pas adaptée si on a comme objectif de pouvoir sécuriser notre application. Donc si on veut générer un nombre aléatoire en PHP, alors à ce niveau-là, il faudra utiliser l'une des techniques suivantes. Ok, donc on peut lire ici les bytes bruts au niveau ici de def urandom. On peut également utiliser la fonction mcrypt create iv en précisant ici la taille et en mettant comme deuxième paramètre mcrypt def urandom. On peut aussi utiliser la fonction openssl random pseudobyte en précisant également la taille, ou utiliser la librairie randomlib, ou utiliser la librairie Resonant Core Security Library. Donc cette librairie là, elle a été développée bien évidemment par les gars de ce site web là. Vous voyez Resonant Core et Resonant Core. Donc ça, c'est le premier problème. On va vouloir générer le token, mais notre token, malheureusement, il n'est pas vraiment aléatoire. Ce qui fait que très facilement, quelqu'un d'autre peut générer ce token-là et avoir accès au compte de notre utilisateur. Le deuxième problème, qui est un peu plus complexe à expliquer, donc vous aurez un article que vous pourrez lire si vous êtes un amoureux de la langue de Shakespeare. On ne va pas perdre du temps là-dessus, ok? Donc là, on va tenter de le parcourir rapidement. Donc on dit à ce niveau-là, supposons que nous avons pu générer ici notre chaîne aléatoire. Mais le coup qui va ressembler à quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, nous avons cette longue chaîne aléatoire-là. Et là, on mentionne que si on souhaite stocker cela en base de données, notre table va ressembler à quelque chose de ce genre-là. Le problème, c'est que lorsqu'on va vouloir maintenant vérifier est-ce que le token est présent en base de données, on va faire peut-être un select all from hot token, qui est le nom tout simplement à ce niveau-là de notre fameuse table. On va vérifier est-ce qu'il y a tout simplement une entrée, un enregistrement qui a comme token le token qui était présent au niveau ici de notre fameux cookie. Donc on vérifie, comme je l'avais expliqué, est-ce que les deux tokens sont similaires. Ok, donc là je descends. Donc nous, si on voit cela, on peut se dire que tout est bon. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a toujours une attaque qui existe. Et cette attaque-là, c'est ce qui est expliqué à ce niveau-là. Ok, donc on nous dit, à première vue, on peut se dire que tout est bon. Mais en réalité, il y a une attaque. Ici, on parle de tout simplement de fuite de temps, ok? Et cette attaque est due à la manière dont les différentes chaînes de caractères seront tout simplement comparées au niveau de la base de données. Donc là, on explique qu'en changeant tout simplement ici les bytes, on va voir que la comparaison prendra par exemple beaucoup plus de temps. Donc cela est expliqué. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus de détails, vous pourrez lire cet article-là de Anthony Ferrara. Donc Anthony Ferrara, c'est tout simplement un développeur de Google qui a vraiment beaucoup fait en tout ce qui concerne la sécurité. Donc si vous utilisez par exemple des frameworks PHP comme Laravel, vous allez voir qu'il existe plein de packages qui ont été créés par Anthony Ferrara et qui nous permettent de pouvoir avoir quelque chose de potable dans le domaine de la sécurité en PHP. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien là. Je vais vous mettre au niveau de la description, donc tout juste en bas de cette vidéo, le lien de cet article là afin que vous puissiez le lire. Donc les gars, j'espère que pour l'instant vous n'êtes pas fatigués, c'est un peu fun, hein, j'espère. Ok, si c'est pas fun, on va tenter de mettre une petite pause, je vais vous chanter une petite chanson et on va continuer. Alors là on continue, pas de souci à ce niveau, on va tenter de descendre rapidement. On nous dit que sur la plupart des systèmes modernes, cette différence de temps là, elle est significative seulement à l'échelle des nanosecondes. Ok, donc c'est vraiment quelque chose de minimaliste. Lorsqu'on parle de nanosecondes, c'est 10 puissance moins 9 secondes. Ok, donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très minimaliste. Mais comme vous le savez, on n'est jamais sûr en sécurité. Donc il ne faudrait pas laisser ici des risques inutiles. C'est ce dont il est question à ce niveau-là. Donc la solution qui est préconisée pour pouvoir résoudre ce problème de timing links, c'est tout simplement d'utiliser la fonction hash equals. Ok, donc on dit pour être sûr que le token remember me qu'on a est bel et bien le même dans les deux cas, alors on va tout simplement abstraire cette vérification et être sûr que cette vérification puisse s'effectuer en temps constant. Donc lorsqu'on parle ici de temps constant, on est tout simplement avec le big O de 1. Je crois avoir déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais également mettre le lien en bas de la description. Ok, comme ça pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez lire afin de voir un peu comment on peut évaluer le temps d'exécution ici d'un programme. Parce que
que vous le savez, généralement, si un programme est très rapide, il va prendre beaucoup plus d'espace en mémoire. Si un programme prend peu d'espace en mémoire, ce programme généralement sera un peu plus lent. Donc là, il faut toujours avoir un compromis entre la capacité et le temps. Ok? Donc là, avant de descendre au niveau de h equals, ce dernier là, il est supporté qu'au niveau de la version 5.6 de PHP. Je vais vous le confirmer. Si je viens à ce niveau là, je tape h equals comme cela. Vous allez voir que cela, au niveau de php.net, cela est supporté uniquement par la version 5.6 de PHP. Donc, il faudrait avoir une version supérieure ou égale à la version 5.6. Ok? Si votre version n'est pas supérieure ou égale à la version 5.6, cela ne va pas fonctionner. Ne vous inquiétez surtout pas, les gars. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer la version 5.6. Donc, pas de panique à ce niveau-là. J'avais voulu tout simplement le signifier afin que vous puissiez comprendre l'intérêt d'installer la version 5.6 de PHP. Si je venais brusquement et je vous disais qu'il fallait avoir la version 5.6, vous n'allez pas le comprendre. Raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'on puisse passer le temps à lire cet article et vous puissiez voir l'importance ici de chacune des actions que vous aurez à effectuer dans ce processus d'implémentation du système de Remember Me. Donc, on va continuer. Je vais tenter de descendre. Et là, maintenant, c'est là qu'ils vont expliquer une manière beaucoup plus sûre de pouvoir implémenter le système de Remember Me. Ok? Donc, je sais qu'on a vu beaucoup dans cette vidéo. Donc, on ne va pas passer directement à cette implémentation en question. On va, avant de clore cette vidéo, voir comment installer la version 5.6 de PHP. Comme ça, à la vidéo suivante, je suis sûr que on va prendre notre temps pour pouvoir voir dans les détails comment implémenter ce Mitsubishi. Parce que si je descends ici, les gars, vous voyez, il y a plein de charabia présents à ce niveau-là. On utilise la programmation orientée objet, ainsi de suite. Donc, moi, je vais tenter ici de modifier le code qui est présent à ce niveau. Parce que vu que cette série est dédiée aux débutants, j'ai tenu à ne pas forcément utiliser la programmation orientée objet. Donc, à quelques parties, nous serons forcément obligés d'utiliser la programmation orientée objet. Par exemple, si je reviens au niveau du code source, je vais venir au niveau de seed, users.php, on avait utilisé un peu de programmation orientée objet, mais c'était vraiment quelque chose de minimaliste. Donc, on va tenter de faire la même chose à ce niveau-là. Utiliser tout simplement un peu de programmation orientée objet, mais le reste ce sera du code procédural afin que toute personne qui débute pourra comprendre ici ce Mitsubishi là. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, après vous pourrez voir ma série de vidéos sur la programmation orientée objet en PHP, pas de problème. Ok? Mais là on va laisser cette partie comme je l'ai dit à la vidéo suivante. Ok? Mais un dernier truc avant de terminer à ce niveau là, vous voyez qu'il y a une petite mise à jour. Lorsqu'ils ont publié cet article là, un jour après, Taylor Obney et Anthony Ferrara, qui sont deux spécialistes en sécurité. Je vous avais déjà parlé ici de Anthony Ferrara. Taylor Obney, c'est quelqu'un aussi qui est très actif dans le monde de la sécurité. Il met en place plusieurs logiciels pour montrer ici quelques failles en sécurité. Il a ses propres projets à ce niveau. Il montre comment on peut implémenter le cryptage. Ainsi de suite, il y a des logiciels disponibles, générateurs de mots de passe. Donc, c'est vraiment quelqu'un également de très actif dans le domaine de la sécurité. Donc, au niveau de cet article, lorsqu'ils l'ont publié, en lieu et place d'utiliser h equals, ils avaient utilisé password hash et password verify pour pouvoir vérifier. Mais ces deux gars-là ont mentionné que tout simplement, il faudrait utiliser password hash et password verify généralement si ce qu'on veut faire un rapport avec ici les mots de passe. Parce que là, à ce niveau-là, il utilise tout simplement ce qu'on appelle du key stretching. Alors que cela n'est pas forcément nécessaire pour les valeurs de haute entropie. Donc, en lieu et place d'utiliser password hash et password verify, on peut tout simplement utiliser hash equals. Donc, c'est via ces commentaires-là que cet article a été modifié afin maintenant de pouvoir utiliser hash equals. Donc, c'est ce que je vous disais, les gars, les choses évoluent. Donc, pour ceux qui vont regarder plus tard cette vidéo, n'oubliez pas de faire des recherches à ce sujet afin de voir si c'est toujours la meilleure méthode de pouvoir implémenter ce Mitsubishi là. Donc, passons maintenant à l'installation de PHP 5.6. Pour ceux qui sont sous XAMPP, donc si vous utilisez XAMPP, pas de souci, vous vous rendez sur le site officiel de XAMPP et vous pouvez télécharger ici XAMPP pour Windows et vous aurez une version 5.6.3 de PHP. Donc si je clique sur ce Mitsubishi, je peux l'installer suivant, terminé. Ce qui fait que si je viens au niveau de ma machine, moi j'utilise XAMPP à ce niveau-là, j'ai une version 5.6.6. Mais moi à mon niveau, j'ai procédé à une installation manuelle. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire l'installation manuelle. Donc normalement, si je tape php-v, j'ai la version 5.6.6.
5.6. Si vous tapez PHP-V et vous avez déjà une version supérieure ou égale à la version 5.6, pas de souci, vous pouvez terminer cette vidéo et passer à la vidéo suivante. Si tel n'est pas votre cas et vous utilisez XAMPP, vous pouvez télécharger ce Mitsubishi, l'installer et chez Kebam, vous aurez une version 5.6 de PHP. Pour ceux qui utilisent EasyPHP, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur le site officiel de EasyPHP et vous allez avoir normalement une version 5.6 disponible. Donc vous pourrez télécharger ce Mitsubishi, suivant, terminé, et vous aurez également une version 5.6 de PHP disponible. Les seuls malchanceux, c'est ceux qui utilisent WAMP. Donc si vous utilisez WAMP Server, malheureusement à ce niveau-là, il n'existe pas pour l'instant un bundle qui permet d'avoir la version 5.6 de PHP. Comme vous pouvez le voir, vous aurez la version 5.5 de PHP. Ok? Donc vous pouvez vous dire comment est-ce que je vais faire alors pour avoir la version 5.6. Première solution de paresseux, c'est d'utiliser soit XAMPP ou utiliser EasyPHP et vous pourrez l'avoir directement. La deuxième solution, c'est de pouvoir installer PHP 5.6 manuellement et c'est ce que je vais vous présenter. Alors là, j'ai tout fermé et on verra ensemble comment installer la version 5.6 de Python en utilisant WAMP Server. Donc, première des choses, je me rends au niveau de Google et je vais taper tout simplement WAMP Server, vu que je ne l'ai pas encore installé sur ma machine. Donc, je peux me rendre sur le site officiel de WAMP Server et il faudrait s'assurer d'avoir au minimum la version 2.5 de WAMP Server. Donc, si vous avez déjà une version de WAMP Server qui n'est pas la version 2.5, vous cliquez sur télécharger. Vous n'aurez qu'à télécharger au minimum la version 2.5 de WAMP Server, ok, et ensuite vous ferez suivant, terminé. Il va écraser la version actuelle, mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas supprimer vos projets qui sont déjà présents, ok. Donc pas de problème à ce niveau-là. Vous téléchargez cette nouvelle version, suivant, terminé. C'est pareil également pour ceux qui avaient EasyPHP ou XAMPP, ok. Donc pas de souci. Si vous installez une nouvelle version, il va tout simplement remplacer les fichiers appropriés. Donc là, à ce niveau, ma machine c'est un 32 bits, donc je choisis ce Mitsubishi, pas besoin de remplir, je clique sur passer au téléchargement direct et normalement je dois télécharger ici WAMP Server, ok. Donc il me redirige sur southforge.net, on va patienter pendant 2, 1, 0 secondes et chez bon et normalement on doit avoir ici WAMP Server. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc WAMP Server est présent à ce niveau, le setup, je vais l'exécuter en cliquant sur Run. Normalement, ce sera vraiment très facile à ce niveau. Comme d'habitude, on va faire suivant, terminé. Il y a eu un petit flash noir au niveau de l'écran là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Peut-être pas avec l'enregistrement. On va continuer. Je clique sur I accept the agreement. J'accepte la licence. Je choisis l'emplacement par défaut et je fais suivant, ainsi de suite. Donc, si vous voulez ici avoir une icône au niveau du bureau ou bien au niveau du menu démarrer à ce niveau, vous pouvez cocher ces deux Mitsubishi. Moi, je vais laisser faire suivant et installer. Donc pendant que l'installation est en train de se faire, je vais venir au niveau de Google et télécharger la version 5.6 de PHP. Donc je fais ici installer PHP 5.6. Comme je l'ai dit les gars, pour ceux qui regardent cette vidéo plus tard, si vous avez déjà une version supérieure à la version 5.6, pas besoin de suivre tout ce tralala. Vous pourrez continuer et regarder la vidéo suivante. De même, si la version de WAMP Server que vous utilisez a déjà une version de PHP supérieure à la 5.6, pas besoin ici de vous fatiguer, ok? Vu que pour l'instant sous WAMP Server ce n'est pas le cas, raison pour laquelle nous sommes obligés de faire cette installation manuellement. Donc je clique sur ce premier lien, normalement qui doit me rediriger sur le site officiel de PHP et vous voyez je suis au niveau du sous-domaine Windows. Donc on verra comment le faire sous Windows. Donc là à ce niveau l'installation de WAMP Server est terminée. Il me demande quel navigateur utiliser comme navigateur par défaut. Donc c'est déjà Firefox, donc je fais yes. L'installation va se terminer. On aura entré des informations concernant ici le SMTP, email, je vais laisser par défaut, je fais next et je fais finish. Donc vu que launch WAMP Server était coché, il va lancer WAMP Server et normalement à ce niveau là, j'ai WAMP Server qui est démarré. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais tenter ici tout simplement de déplacer un peu ce Mitsubishi comme cela, ok. J'espère que vous pouvez voir maintenant ce Mitsubishi et là il est en orange. Je vais patienter pour que tout devienne vert afin de pouvoir taper localhost. Donc ce Mitsubishi est devenu vert. Je viens à ce niveau, je tape localhost et normalement chez Kebam pour l'instant j'ai la version 5.5.12 de PHP. Ok. Je descends également à ce niveau. Je peux cliquer sur PHP info pour avoir toutes les informations disponibles.
Donc maintenant que WAMP est installé, vous avez pu voir ce Mitsubishi. Je vais tout simplement le glisser à ce niveau là. Comme ça je pourrai mettre ma zone d'enregistrement tout juste en haut et pas de problème. Donc on revient à ce niveau, on va télécharger la version 5.6.6, mais vous voyez j'ai une version ici NTS et une version TS. NTS pour non-thread safe et également TS pour thread safe. Nous on va utiliser la version TS. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau de la documentation, si vous lisez quelle version utiliser, on nous a marqué tout juste en bas. Je vais tout simplement descendre tout juste en bas à ce niveau là. On dit avec Apache, vous devez utiliser la version ThreadSafe, la version TS. Donc vu que moi j'utilise Apache, pas de problème à ce niveau là. Au niveau de WAMP, WAMP signifie Windows Apache MySQL PHP. Ok, donc on va utiliser la version TS. Je clique sur Zip pour télécharger ce Mitsubishi et je clique ensuite sur OK. Et chez bam, le téléchargement a démarré à ce niveau là. On va patienter un tout petit peu. Donc les gars, le téléchargement est terminé. Je vais tout simplement couper ce fichier zippé là et on va maintenant le mettre au niveau de notre dossier WAMP. Donc là j'ai coupé ce dossier, je me rends au niveau du disque C, ensuite au niveau du dossier WAMP, au niveau du dossier bin, ok, donc WAMP, bin, ensuite PHP et je vais coller ce fameux fichier zippé là. Je pourrais faire un clic droit et faire extract tout avec ce fameux nom de dossier. Il va m'extraire mon fichier zippé à ce niveau là. Je vais le renommer en ayant la même convention de nommage, c'est-à-dire ici PHP, j'enlève le tiret 5.6.6 et j'enlève tout ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau là. Ok, donc si je me rends au niveau de ce dossier, vous voyez j'ai plein de fichiers, plein de dossiers qui sont présents ici. Ok, donc nous allons suivre ce petit tutoriel qui va nous permettre de pouvoir passer à la version 5.6.6. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre ici en description de la vidéo, tout juste en bas, le lien de cette fameuse page là. Donc première des choses, c'est de télécharger l'archive, le fichier zippé. C'est ce que nous venons de faire. Ensuite, on nous demande de créer un dossier au niveau de WAMP bin PHP qui a pour nom PHP 5.6.6. Chez Kebam, on l'a déjà fait également. On va descendre, on dit de dézipper l'archive dans ce dossier. Nous l'avons déjà fait et nous avons eu tous ces fameux fichiers et dossiers. On continue. Qu'est-ce qu'on demande de faire à ce niveau? On nous dit que depuis le dossier PHP 5.5.12, il faudra copier le fichier wampserver.conf et le mettre dans le dossier PHP 5.6.6. Donc je viens dans PHP 5.5.12, je copie le fichier wampserver.conf et je le colle au niveau de PHP 5.6.6 chez Kebam. Ensuite, on nous dit à ce niveau-là d'éditer plutôt le fichier wampserver.conf. Donc je vais tout simplement le déplacer au niveau de Sublime Text. On nous dit que PHP 5.6 ne peut pas fonctionner avec Apache 2.2, donc toutes les versions 2.2.x. Donc il faudra modifier le fichier avec ce nouveau contenu là. Je copie ce Mitsubishi, je me rends à ce niveau. On doit enlever normalement toute cette section là. Donc je colle ce que j'ai copié et chez Kebam, j'ai ce résultat. Ok, donc vous devez faire pareil. On va maintenant descendre. On doit enregistrer le fichier modifié. J'ai eu à le faire. Donc, si je ne l'avais pas enregistré, j'aurais ce truc rouge là. Vu que je l'ai enregistré, tout est parfait à ce niveau. On descend. On nous dit que dans le dossier WAMP bin PHP 5.6, il faudra copier le fichier PHP ini développement et le renommer en php.ini. Pas de souci. Je vais rechercher PHP ini-développement. Je le copie. Je le colle à ce niveau et je dois le renommer en php.ini. Donc j'enlève tout ce Mitsubishi et chez Kebam, j'aurai normalement mon fichier php.ini. Je dois éditer ce fichier, donc je le déplace également à ce niveau et on retourne au niveau de la documentation. Maintenant, il faudra remplacer max input vars par tout simplement ici la valeur 1000. Ok, donc les gars, ce que je vais faire toutes ces modifications là et après je vais vous donner les fichiers php.ini et php for apache.ini que vous allez ici si vous voulez télécharger. Mais pour l'instant, je vous le montre dans cette vidéo afin que vous puissiez voir étape par étape comment cela se passe. Mais après les deux fichiers modifiés, vous pourrez ici les télécharger sur le site officiel de Teacher du Net. Donc, on va remplacer max input vars à 1000. On va mettre maintenant max input vars à 2500. Donc, je fais CTRL F, je recherche max input comme cela. Je rajoute ensuite vars. Et actuellement ici, la valeur c'est 1000. Je vais premièrement enlever le point virgule pour ne pas que cette ligne soit commentée et je mets ici 2500. On nous dit ensuite qu'il faudra remplacer error log ce Mitsubishi par maintenant cwamp logs
avec ici PHP error log. Ok, donc je recherche error log, je fais CTRL F, je recherche error underscore log et chez Kebam j'ai ce résultat là. Donc je vais décommenter et remplacer cette ligne par cette nouvelle ligne. On va descendre, on nous dit de remplacer extension dir par maintenant ce nouveau Mitsubishi. Donc je le copie, je me rends à ce niveau là, CTRL F, je recherche extension comme cela, dir. C'est ce qui est présent à ce niveau. Je colle ce nouveau Mitsubishi et je peux enlever maintenant ceci. Après, il faudra remplacer upload tmp dir par maintenant ici upload tmp dir et cwom tmp. Je viens ici, je vais rechercher upload underscore tmp dir. C'est normalement ce Mitsubishi, je le colle et je peux enlever cette ancienne ligne qui est présente à ce niveau. On nous dit maintenant de remplacer tout le bloc qui est entre Windows Extension et Module Setting par ce nouveau Mitsubishi. Donc je copie tout ce qui est présent à ce niveau là et avant Module Setting, je vais rechercher Windows Extension. Donc Windows Extension comme cela, pas de souci. Je copie tout ceci et avant Module Setting, donc avant ce Mitsubishi et je le colle. Normalement, je dois avoir ce qui a été demandé et modifié à la perfection. On va continuer. On dit de remplacer sendMail from par tout simplement une adresse valide. Donc sendMail from et tout. Après, vous pourrez l'adapter comme ce qu'on avait vu pour la configuration d'envoi de mail. Donc sendMail from, pour l'instant, c'est info Mitsubishi. Moi, je vais mettre mon adresse mail. C'est ici mercuryseries@gmail.com. Comme cela, chez Kebam. On continue, il faut remplacer MySQL default port par tout simplement MySQL default port et mettre une valeur 3306. CTRL F, je recherche MySQL.default. Oups, c'est MySQL default port qui est présent à ce niveau. Je dois mettre la valeur 3306 et chez Kebam. Si je reviens maintenant, session save path, il faut remplacer maintenant ce Mitsubishi par cela. Donc je recherche ici, oups, CTRL F, je recherche session .save underscore path comme cela et normalement je dois tomber à ce niveau. Je remplace ceci par cela. On continue, on descend. Je crois que c'est le dernier changement. Remplacer swap wsdl cache dir par tout simplement ce nouveau Mitsubishi. Donc je fais CTRL F, je recherche swap wsdl cache dir et je remplace ce Mitsubishi là. Donc maintenant que tout est bon, on dit d'enregistrer le fichier. On l'a déjà fait, pas de souci. On va continuer. Il faudra maintenant copier le fichier php ini et créer un nouveau fichier à partir de ce fichier là qui aura pour nom php for apache.ini. Ok, donc je viens à ce niveau, je copie ce Mitsubishi, je le colle et je le renomme en php for apache.ini. Donc je mets ici php for apache.ini. Chez Kebam. Donc ensuite on nous dit de lancer WAMP Server et on pourra maintenant choisir la version 5.6.6. Donc je viens à ce niveau. Premièrement, je vais faire stopper tous les services pour tout arrêter. Ok. Ensuite je clique ici, je viens au niveau de PHP version. Vous voyez que je n'ai pas cette version. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement faire excite, fermer ce Mitsubishi, relancer WAMP Server, donc rechercher WAMP Server et le relancer. Normalement il va prendre en compte toutes les modifications qu'on a eu à faire. Je vais à nouveau le déplacer ici. Maintenant, cette fois-ci, si je viens au niveau de PHP version, vous voyez, j'ai ma version 5.6.6. Je peux sélectionner cette version. Il va commencer maintenant à tenter de la prendre en compte. Et si ce Mitsubishi vient en vert, c'est que tout est bon. Chez Kebam, mamma mia, vous avez réussi les gars. Donc je viens à ce niveau-là. Je vais taper cette fois-ci localhost. Je valide. Et quelle est la version qu'on utilise? C'est la version 5.6.6. Ok. Si je viens à ce niveau-là, je tape PHP info. Vous voyez, j'utilise bel et bien la version 5.6.6. Et vous pourrez maintenant suivre la suite de ce tutoriel. Ok. Maintenant, ensuite, au niveau de la console, donc là, je faisais un Mitsubishi avec Python. On va tout simplement ouvrir un nouvel onglet. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, si premièrement, ce que vous avez ajouté au niveau de la variable d'environnement pointait vers l'ancien dossier, le dossier 5.5.12, vous pourrez venir au niveau du dossier 5.6.6 et référencer au niveau des variables d'environnement ce dossier-là afin qu'il puisse choisir maintenant le fichier php.exe qui est présent à ce niveau-là. On vient au niveau donc de computer. Ensuite, je choisis ici propriété du système. Je viens paramètres du système avancé. Je choisis variable d'environnement et tout juste en bas, vous pouvez appuyer sur la lettre P pour choisir path. Vous faites éditer.
vous rajoutez un point virgule s'il n'est pas déjà présent et vous collez. Cela va permettre de faire en sorte que maintenant, lorsque vous allez taper PHP, il va prendre le fameux php.exe qui est présent au niveau de ce dossier. Je fais OK, je fais OK et je fais également OK à ce niveau-là. Si j'ouvre maintenant une nouvelle console et je tape php-v, donc si la console est déjà ouverte, vous allez devoir la fermer et la relancer pour que les modifications soient prises en compte. Je fais php-v, normalement s'il prend le bon fichier, chez Kebam, j'ai php 5.6.6. alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que php 5.6.6 est utilisé, nous pourrons nous servir de la fonction h=. So thank you for watching, don't forget to subscribe et je vous promets qu'à la vidéo suivante, nous allons maintenant mettre du code.